La protection de l'enfance. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Alejandra Rosquin, autrice du témoignage « La violence institutionnelle pour maman ». Bonjour Alejandra. Bonjour Steve. D'ailleurs, c'était une question dont on avait parlé ensemble, puisque finalement, je t'ai appelé tout du long Alexandra. Oui. Voilà, alors que tu t'appelles Alejandra avec un J à l'espagnol, mais en fait, c'est ton origine. Exactement. Voilà. Mais je fais pas de procès si les personnes elles sont contentes de le dire version française. Ouais, t'as abandonné... Ouais, non, c'est sympa aussi, hein, mais l'un ou l'autre, on m'appelle, quoi. D'accord, ok. Bon, tu te reconnais. Tout à fait. Bon. Donc si je t'ai invité, c'est parce que je veux que ton livre soit plus lu qu'il ne l'est aujourd'hui. Tu m'as dit que t'en as vendu en gros 550 exemplaires. Exactement. En partie grâce à Laurie de la Discover Room et Marissa Rachel. Oui, grâce à leur soutien et le fait qu'elles m'entraînent voilà, dans des festivals où toute seule, effectivement, j'aurais pas l'idée d'aller. Elles avaient bien raison. Parce que moi je l'ai lu ton livre, et il est admirable, et à bien des égards, il décrit ce qui n'est pas assez décrit, je trouve. Alors pourquoi il me paraît très important ton livre? Parce qu'il décrit à merveille ce qui ne fonctionne pas dans la protection de l'enfance et ce qu'il faudrait améliorer. On va aborder quelques exemples pendant cette interview, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter? Je suis Alejandra Rosquin, j'ai 35 ans, maman de 2 petits garçons, un de 4 ans et un de 1 an et demi. En couple, bien évidemment, avec le papa, depuis bientôt 15 ans. J'ai fondé ma société en France dans le télémarketing et le côté formatrice aussi auprès des professionnels il y a 5 ans. Ça m'a fait plaisir que tu m'en parles, parce que tu m'as dit tu as quand même pas mal de collaborateurs, tu as créé une belle entreprise, j'ai tendance à dire une belle boîte. Oui. Et en particulier, ça m'a fait plaisir que tu me dises ça, parce que on voue toujours les enfants placés à un futur malheureux. T'es le bon exemple de la personne qui s'en sort très bien, quoi. Eh ben, je fais tout, en fait, pour justement casser les codes. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Exactement. Alors, ce qui serait bien, c'est que tu nous expliques un petit peu quel a été ton parcours, parce que tu es concerné par plusieurs sujets dont je traite sur cette chaîne YouTube. L'adoption, mais avant l'adoption, le placement familial. Alors, est-ce que tu peux résumer un petit peu tout ce que tu as vécu enfant? J'ai été en famille d'accueil aux alentours des 2-3 ans, pas exactement l'âge. Donc ma seule et unique famille d'accueil. Pour le coup, j'ai pas eu, on va dire, la malchance que certains ont de changer plusieurs fois de famille d'accueil, etc. Et j'ai été adoptée à l'âge de 17 ans. D'accord, donc, avant ta majorité. Voilà. Et j'ai fait la demande de cette adoption puisque j'avais pas en fait aussi bien la maman biologique qui avait signé pour l'abandon, mais le papa biologique non. Donc j'ai fait la demande à mon père biologique qui a 17 ans, qui l'accepte que je sois adoptée, mais j'ai été adoptée simplement et pas pleinement. Oui, c'était pas une adoption plénière. C'est-à-dire qu'il y avait maintien des liens avec ton père biologique. Il n'a pas voulu casser le lien, effectivement, total. Moi, j'ai expliqué que c'était pour mon bien-être, etc. Donc, il a accepté, mais il ne pouvait pas, en fait, totalement. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est le fait que les enfants placés, souvent, ne soient pas écoutés. Et ne soient pas écoutés, pas que par l'institution protection de l'enfance, mais par tout le monde. Pas assez, en tout cas. Donc, avant tout, est-ce que tu peux déjà raconter un petit peu le début de ton placement, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu? Alors, j'ai pas toutes les informations, malheureusement. Ça fait partie aussi des choses où on n'a pas forcément tout sur son passé. Je sais que voilà, j'ai été placée vers l'âge de mes 1 an et demi approximativement, suite à un épisode de maltraitance avec ma sœur. Elle a fini en fait dans un coma, bébé secoué. Et moi, j'ai été placée en maison de l'enfance et normalement, ma famille adoptive devait avoir le placement de moi et ma sœur. Au final, elle s'est réveillée de son coma en légumes, on peut dire. J'emploie les termes qu'on m'a dit parce que j'étais trop petite pour m'en souvenir moi. Et il y a eu des séquelles irréversibles. Elle s'est réveillée en légumes et c'était trop lourd en termes de soins, etc. pour que ma famille adoptive la prenne, parce que eux avaient déjà 2 enfants bas âge.
plus moi qui allait arriver. Donc ta famille adoptive qui est à ce moment-là ta famille d'accueil. Il n'est pas forcément Exactement. prévu d'emblée qu'il t'adopte. Hein. Non, c'est pas du prévu tout. ça. Tout à fait. Donc du coup, la séparation se fait là, très clairement avec ma sœur. Et donc je suis arrivée en maison de l'enfance. Je sais que de ce qu'ils me racontent, il y a eu un petit temps d'adaptation où ils sont venus à la maison de l'enfance. Ils savaient pas vraiment quel enfant ils allaient repartir avec, si on peut dire, en famille d'accueil. Et puis j'ai été celle, en fait, ils sont venus avec des gâteaux, donc par le fait de manquer, forcément, je suis allée très rapidement vers mon père adoptif, donc qui était le papa d'accueil à l'époque, sur les genoux, parce que quand il s'agissait d'alimentation, j'étais là. Ouais. Voilà. D'accord. Parce qu'il y avait un manque. Tout à fait. Il y avait un manque avant placement, c'est-à-dire que tu n'étais pas assez bien nourri par ta mère biologique, c'est ça que tu veux dire? Oui, après, voilà, maltraitance et malnutrition, c'est pour ça qu'on a été enlevés. Et tu dis que jusqu'à ce que tu arrives en foyer, à l'âge d'1 an et demi, tu n'as aucune photo, tu n'as aucun souvenir. Alors, aucun souvenir, et les seules photos que j'ai, enfin, c'est même pas moi qui les ai, ce sont mes parents aujourd'hui. Je me souviens toujours de la première photo, en fait, de moi enfant. Je suis justement au foyer. J'ai une chenille dans les mains, un jouet chenille, et c'est la première photo que j'ai. Et j'ai un peu plus d'1 an sur la photo. Donc je n'ai aucune photo bébé, chose qui aujourd'hui m'a pas perturbée, sauf quand j'ai eu mes propres enfants, parce que forcément on a envie de voir à qui ressemble étant bébé, mais du coup j'ai fait avec. D'accord. Voilà. Et oui, en général, chez les enfants qui ont été soit adoptés, soit placés, l'arrivée des enfants est un passage particulier. J'appréhendais le rôle de maman. Ouais. Par rapport au code, par rapport... voilà, on se pose 10 000 questions. Est-ce que, même si j'ai eu des parents adoptifs, est-ce que je vais savoir faire? Est-ce que... Et la seule chose vraiment qui m'a touchée, c'est à la naissance de mon premier, quand je l'ai eu vraiment dans les bras, où j'ai eu un sentiment de haine et de colère envers ma mère biologique, en me disant, en fait, non, je pourrais jamais pardonner qu'on abandonne des enfants. Ouais. Voilà. Et après, bon, il y a eu les petites questions. Bah, voilà, il ressemble à mon mari quand il était enfant. Oui, bon, ok. Bon, bah, moi, je ne sais pas. Bon, j'ai eu la chance, il y en a un qui est né les cheveux noirs, donc bon, forcément, il me ressemble. Et le deuxième, il est un peu blond. Ton mari est blond? Il est né, enfin, quand il était petit, il était blond. D'accord. Voilà, mais maintenant, il est brun. Mais ils ont bien les 2 yeux marrons, donc ça va. D'accord. C'est les tiens. C'est ça. Ah, ça, il n'y a pas de photo, ils sont bien sortis de moi. Hein, donc, Tu peux pas les renier. Non. Donc, tu es placé en foyer, hein, une maison de l'enfant, faut le dire, c'est un foyer. Tout à fait. Quand tu as 1 an et demi, après que ta mère ait secoué ta sœur jumelle, par ailleurs, ta sœur jumelle ne s'en remettra jamais. Non. C'était définitif. Et toi, il se passe à peu près 1 an avant que tu ailles donc dans une famille d'accueil, monsieur et madame Rosquin. C'est ça. Comment ça se passe l'arrivée dans la famille? Alors, j'ai pas vraiment de souvenirs. T'as 2 ans et purement. demi, on a rarement de souvenirs de 2 ans et demi. Mais j'ai les dires, et je suis enfant sauvage, très clairement. C'est-à-dire, dès qu'il y a du monde, je vais me cacher sous la table. Mon seul refuge, c'est, excuse-moi l'expression, mais c'est la bouffe. Je vais dans les placards, je mange. Quand j'ai peur, je mange. Et ouais, je suis enfant sauvage. Ouais. En plus, j'arrive où il y a déjà 2 enfants, mais ce sont 2 garçons, qui sont les leurs, forcément. Qui sont plus âgés que toi, évidemment. Alors, un qui a 3 mois d'écart avec moi. D'accord. Donc, j'ai un petit peu, on va dire, grandi, justement, avec ce frère un peu jumeau, indirectement, que j'ai pas eu de l'autre côté. Donc, ça a été plutôt chouette. Mais du coup, on arrive aussi... alors, je le dis aujourd'hui, mais je m'en rappelle pas à cet âge-là. Mais je sais que ça a pu faire du mal. On arrive dans une famille où on essaye de prendre ce qu'on a à prendre. Voilà, on sait pas trop non plus, on est enfant. Mais d'un autre côté, on prend aussi ce qui appartient à d'autres enfants. Oui. Voilà. Tu leur prends une place, quoi. Tout à fait. D'accord. Mais j'ai envie de dire,
Effectivement, c'est un peu particulier parce que ils t'ont adopté, mais ils t'ont adopté qu'à 17 ans. À ce moment-là, tu as 2 ans et demi, il n'en est pas question. Non, c'est pas du tout le sujet. Je suis vraiment le travail, pour le coup, de ma maman, puisque mon père adoptif, donc mon papa, lui, travaille à côté. Il n'est pas famille d'accueil. Et donc, je vais grandir, on va dire, avec cette notion où très vite, je les appelle papa-maman. Ouais. Et c'est accordé parce que voilà, le frère qui a 3 mois d'écart avec moi, forcément le grand, mais on a 3 ans d'écart, c'est papa-maman. Donc dans le confort, on va dire, l'aide sociale à l'enfance accepte que j'appelle papa-maman. Mais il y a cette notion quand même, alors petite moins, mais grande beaucoup plus, où moi je suis là, j'appelle papa-maman, mais il touche un salaire. Ouais. Il y a cette ambivalence de ils t'aiment et en même temps, grâce à ta présence, parce qu'on t'a confié à eux, ils touchent un salaire. Et effectivement, là, on peut se demander est-ce qu'il y a un intérêt ou pas. À l'adolescence surtout. Enfin, je dis on peut se demander, c'est les enfants effectivement peuvent se poser la question. À l'adolescence, très clairement. Voilà, un adolescent déjà classique, il va aller un petit peu rebeller ses parents. Et c'est vrai que là, forcément, c'est humain. On va se poser la question en fait, est-ce que je suis aimée parce qu'il y a des chiffres qui tombent sur un compte, ou est-ce que je suis vraiment aimée comme leur fille? Parce que quand on vit le quotidien d'enfants placés et que tout est différent au final des autres enfants, même s'ils appellent papa-maman, forcément la question se pose. Ouais. Et forcément, à un moment donné, je pense que dans des disputes ou autres, ça a pu ressortir. Ouais. Je vais adopter légalement ma fille. C'est de toute façon ma fille dans mon cœur. Ça a toujours été. Pour autant, je m'attends à ce qu'un jour elle me sorte t'es pas mon père. Oui, je pense. Je pense que je l'attends tellement que ce jour-là, ça me fera sourire. Mais là, t'es dans une situation qui est pas la même. C'est-à-dire que tu es réellement enfant. Il n'y a pas de destination. Il n'y a pas a priori de motivation. Il n'y a pas d'orientation de la protection de l'enfance à ce moment-là vers une adoption. Non, aucune. D'ailleurs, comme tu l'as dit, c'est toi qui vas le demander. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, j'imagine que tu en avais parlé avec tes parents de cœur. Oui, bien sûr. De toute façon, à ce moment-là. Oui, parce qu'au bout d'un moment, il arrive où, voilà, on grandit, même si, entre guillemets, il y a une présence du père biologique, elle m'est imposée. C'est-à-dire qu'à aucun moment on me demande mon avis, si ça me fait plaisir de voir mon père biologique ou si ça me fout pas tout en l'air, en fait, dans ma manière de vivre, pour essayer de vivre comme tout le monde. Alors c'est là qu'on illustre on n'écoute pas trop les enfants, hein, parce qu'on t'impose les visites de ton père biologique. Et pas que. Et pas que, oui. Voilà. On va parler d'autre chose. Si tu peux illustrer, si tu veux, qu'est-ce qu'on t'impose d'autre? On va imposer le suivi médical, on va imposer indirectement, pour le coup, mais la différence à l'école. Un mot dans le carnet, il va devoir être signé par l'éducatrice, donc forcément, il ne sera pas signé le lendemain. Donc forcément, devant toute la classe, ce sera compliqué. Les sorties scolaires, la plupart des enfants auront signé le lendemain. Nous, faut attendre le rendez-vous avec l'éducatrice, puis la maîtresse devant la classe, elle va demander, t'as fait signer, des choses comme ça. Pour illustrer les enfants, on leur demande pas leur avis. Il y a aussi une autre chose qui va arriver, c'est que il va arriver un moment, je ne sais plus à quel âge, tu vas me le rappeler, où tu vas avoir un problème médical. 11 ans. 11 ans. Quel est ce problème? Qu'est-ce qui t'arrive? À 11 ans, je suis au self. Moi, je suis au self. Et je parle avec une copine et d'un coup, tout me revient dans la bouche. Mais vraiment, comme ça. Et pas prête, forcément. Tu régurgites tout. Voilà. Mais j'arrive à maîtriser dans le sens où je mets ma main, mais ça ressort. Mais enfin, voilà, je dis aux copines, je sais pas ce qui s'est passé. T'es dégueulasse parce que voilà, on est à table, hein, forcément, voilà. Puis on a 11 ans, à cet âge-là, les enfants, ils sont cash, hein. Tout à fait. Je dis pas forcément. Et les repas d'après, tous pareil. Aussi bien un verre d'eau. Subitement. À 11 ans, un jour ça t'arrive et tous les repas suivants terminés. Ouais. D'accord. J'avais eu déjà quelques douleurs où j'avais des remontées acides, etc. Je prenais des Gaviscon, voilà. Mais là vraiment, ça passe plus. Donc au début je dis pas grand-chose, j'attends.
Et je vais dire forcément à mes parents adoptifs, forcément qui n'ont pas Qui ne sont pas parents adoptifs voilà. à ce moment-là. Tu vas Qui dire sont à ta ma famille famille d'accueil, mais tes parents de cœur, on va dire. Tout à fait. Est-ce que tu les considères comme ça à ce moment-là, tes parents de cœur? Oui, oui, oui. De toute façon, tu dis Bon, papa et maman mes parents. depuis le début, Mes tes parents. parents, Quoi. à cette D'accord. époque-là, c'est mes parents. D'accord, ok. Et forcément, ils n'ont pas la main sur les décisions médicales, donc tout de suite, c'est les éducateurs. Les médecins sont un peu pré-choisis, vu qu'il y a cette fameuse CMU, prise en charge pour les enfants. Alors, ça, c'est très bien, hein, parce que effectivement, voilà, les enfants peuvent être soignés correctement, si on peut dire, en tout cas en France. On va préciser pourquoi tu es dit correctement, entre guillemets. Voilà. Mais pour mon cas, en fait, j'ai eu des étiquettes très rapidement. Problèmes psychologiques et suivi psy et tout ce qui s'ensuit. Et au final, grosse erreur médicale qui m'a coûté 11 ans de ma vie, du coup, parce que j'ai été guérie pour la première fois à 22 ans. Alors, on va expliquer d'emblée ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as vraiment, en fait? Parce que c'est très mal géré. Exactement. J'ai donc les symptômes, on va dire clairement, d'une anorexie, d'où le schéma, en fait, enfant placé, forcément, c'est parlant, donc c'est suivi, pédopsychiatre, psychiatre, on change. Au milieu de tout ça, voilà, je vais jeter des rendez-vous, je vais pas dire la vérité, je vais dire que je suis guérie, je vais cacher, et puis je vais retomber dans les pommes, et puis... Alors pourquoi tu le caches? Parce que forcément, je crie haut et fort que je ne me fais pas vomir. Parce qu'à l'époque, je suis adolescente, on m'explique ce que c'est l'anorexie, et que forcément, même si à terme, ça peut ressortir un peu tout seul, à un moment donné, tu t'es mis les doigts dans la bouche. C'est-à-dire que les gens ne te croient pas? Non. D'accord. Absolument pas. Et en plus, il y a quelque chose qui joue contre toi, j'imagine, c'est que quand tu arrives dans cette famille d'accueil, tu viens de le dire, la bouffe est pour toi un problème. Tout à fait. À la fois une solution, mais et un problème surtout. Donc ça, évidemment, j'imagine bien que tout le monde s'en souvient à ce moment-là. Exactement. Et puis c'est petite, j'étais boulimique, et puis maintenant grande, je suis anorexique. Voilà. Ouais. Et donc je continue à rebeller en fait en disant non, 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 non. Mais tout le schéma fait qu'il y a beaucoup d'impact en fait sur ce suivi médical forcément, où il y a la colère de dire non, il y a les SOS, il y a tout ça qui font que le comportement de l'adolescence est en partie dû à ce qu'on m'a fait subir en fait indirectement. Et puis en essayant d'apprendre à un enfant qu'il faut pas mentir dans la vie, qu'il faut pas ci, qu'il faut pas ça, et que derrière le monde entier pense que je mens. J'ai des rendez-vous très clairement où on attend que je dise que j'ai mis mes doigts dans la bouche. Ouais. Voilà, jusqu'au jour où vient vraiment le gros appel SOS, on va dire, où j'essaye de taper plus fort en prenant des médicaments et j'atterris bien évidemment avec les pompiers, etc. Parce que j'en ai pris un petit peu trop, lavage d'estomac, et j'atterris au CPA. Au CPA? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est le CPA? Centre psychothérapique de l'Ain, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, pour moi, à l'époque jeune, c'est là où on met des fous, quoi. Un hôpital pédopsychiatrique ou psychiatrique, en tout cas pour enfants. Exactement. Ouais. Parce qu'on ne te croit toujours pas. Toujours pas. On va pas faire durer le suspense. Qu'est-ce que tu as? À 22 ans, j'ai été voir un professeur à Lyon qui m'a fait des tas d'examens. Il m'a même hospitalisé 24 heures avec des sondes pour mesurer des choses en mangeant. Et j'ai eu une malformation de naissance. Donc en fait, avec une hernie hiatale. Quand on a un estomac qui est comme ça, on va dire l'œsophage, l'estomac. Tout le monde a un clapet pour éviter les remontées. Moi, j'ai pas le clapet. Donc forcément, c'est tout droit. Ça remonte tout seul. Voilà. Et tu n'as pas le choix. Non, c'est mécanique, en fait. Et pendant 11 ans, tu n'as pas menti. Non. Mais personne t'a écouté. Et personne t'a écouté en partie parce que tu es enfant placé. Il faut bien le dire très clairement. Moi, je l'ai vécu aussi. Hein. C'est une étiquette. Et là, toutes les excuses sont bonnes pour ne pas t'écouter finalement. C'est un peu facile, mais il est enfant placé. C'est parce qu'il est enfant placé. C'est les troubles. C'est le trauma. Voilà. C'est le trauma. C'est parce qu'il y a eu l'abandon. Donc forcément, le corps parle. Ça, je l'ai entendu tellement de fois. Je me faisais une entorse, c'est mon corps qui parle. Je tombais, c'est mon corps qui parle. Parce que à l'école, les notes étaient correctes. Bon, le comportement s'est beaucoup dégradé dû à l'adolescence. Mais sinon, avant, c'était très correct. Donc, dû à l'adolescence, dû au fait qu'on ne t'écoute pas. Oui, surtout ça. Hein, dû à la maladie aussi. Parce que forcément, c'est dur à
apporter. Dès qu'on fait sport, on finit, quasiment tous les vendredis, moi, mes parents, ils allaient me chercher aux urgences, hein. Ouais. Donc, il y a l'image, il y a l'étiquette, alors, faut faire avec après. Il y a une autre raison pour laquelle on ne t'écoute pas et on ne te traite pas, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure toi-même, le parcours médical aurait été différent si c'était tes parents de cœur qui avaient choisi. C'est-à-dire que même s'ils veulent bien te croire ou s'ils essayent de te croire, on les écoute pas eux non plus. Non, et puis j'irais même un petit peu plus loin, c'est que moi j'ai souvenir que mes parents à plusieurs fois m'emmenaient à l'examen médical ou chez le médecin, et l'éducatrice était là. Et c'est elle qui allait dans le bureau avant nous pour exposer ce qu'elle avait exposé. C'est-à-dire qu'elle allait voir, l'éducatrice allait voir le médecin avant que tu y ailles pour donner sa version, avant même qu'elle... Oui. Et forcément, je pense que, il y avait l'étiquette enfant placé. Donc, enfant placé, le médecin, il cherche pas trop loin. Mais là, j'ai envie de dire, Bon, je veux pas dire qu'il y a une faute du médecin, mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu me dis. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà emmené des enfants placés chez moi, chez le médecin. Le médecin, il nous a carrément dit, et à juste titre, est-ce que vous pouvez sortir, me laisser seul avec l'enfant pour jouer à ce qu'il y a? Parce que l'enfant, il est susceptible de dire que ça va pas en famille d'accueil, que tout un tas de choses. Mais là, tu es en train d'expliquer que c'est tout le contraire. Non seulement tu l'as pas vu seul, en plus le référent est rentré avant toi. Alors si, je l'ai vu seul après. D'accord. Mais l'éducatrice, en fait, j'ai le souvenir 2 fois. Avait déjà miné le terrain, si j'ose dire. J'ai le souvenir 2 fois où mes parents m'ont emmené, où eux-mêmes ne rentraient pas avec moi en consultation, où elle était là et elle est allée avant. Après, il me reçoit, mais comme si on faisait un diagnostic de moi avant et que c'est plié, voilà. Ouais. Et puis forcément, ces 2 fois, je ressors, en fait, c'est psychosomatique. Ouais. Voilà. J'ai eu ce mot-là pendant toute mon enfance et adolescence, enfance, pré-enfance, psychosomatique. Et c'est là où je pense que si c'est tes parents qui avaient été en charge du suivi dès le début parce qu'ils t'aiment ou parce qu'ils t'aimaient, parce que les familles d'accueil, même si elles sont que familles d'accueil, aiment les enfants, surtout quand ils les gardent comme ça toute leur enfance, clairement c'est l'équivalent de leurs enfants. On peut pas le dire très fort, malheureusement, quand on a la protection de l'enfance, mais c'est quand même bien la réalité. Si c'est eux qui avaient décidé de tout le parcours, et ils auraient fait en sorte, comme si c'était leur fils, que on trouve le problème. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'as pendant des années un enfant qui te dit c'est pas ça, au bout d'un moment on finit par écouter. Même si on est un peu borné, peu importe, même si on veut bien croire que peut-être c'est psychosomatique, on va quand même jusqu'au bout des choses. Mais là, ils ont pas le choix. Oui, il y a un moment où elle a essayé d'aller... elle est allée contre, très concrètement. Ta mère de cœur, ta mère. Ce fameux internement au CPA de quelques jours, où j'ai failli finir dans une maison pour les anorexiques. J'avais juste à signer, et elle a fait le truc qui, en tant que maman, on va dire, m'a sauvée. Ouais. Mais en tant que salariée, ça peut lui valoir un blâme. Ouais, aurait pu lui coûter cher. Elle s'est opposée. Elle s'est pas opposée parce qu'elle n'avait pas son mot à dire. Ouais. Mais elle m'a fait comprendre fortement de ne pas me signer. Elle m'a réveillée à ce moment-là à sa manière. Ouais. Sans que personne le voie. Ouais. Elle t'a mis un coup de pied sous la table. Un énorme coup de pied, la douleur dans le tibia, je m'en souviens aujourd'hui. Ouais. Et le regard. Ouais. Parce que moi j'étais sous médoc, donc. Oui, en plus t'étais sous médoc, ouais. Quoi. D'accord. Et je me souviens du regard de ma mère et cette douleur. En fait, c'est même pas la douleur du coup de pied. Je pense que c'est comme j'étais, on va dire l'expression, au bout de ma vie. Que là, moi-même, j'étais persuadée qu'en fait, peut-être que, vas-y, je suis une anorexique. Puis là, on m'expliquait que j'allais aller partir 2 semaines, pas de téléphone, pas de visite, voilà. Et en fait, j'étais... Internée, on allait t'interner. J'étais là, mais j'étais pas là. Donc en fait, le petit coup de pied qu'elle m'a donné, je l'ai pris pour une grosse douleur parce qu'en fait, ça m'a réveillée. Et dans son regard, en fait, elle pouvait pas. Mais ça voulait dire, non, mais signe pas. Ouais. Et après, elle a essayé à sa manière, ils ont essayé à leur manière de me guérir, mais eux-mêmes, on les avait persuadés que c'était une anorexie. Ouais. Donc forcément... Mais ce jour-là, malgré tout, elle te sauve.
Ah, elle me sauve, clairement, elle me sauve. Elle te sauve pas que de pas que de ce séjour où tu aurais été allé, parce que moi je l'ai bien vécu. Une fois qu'ils ont pris une décision, ils ne reviennent jamais en arrière. Moi, c'est ce que je déduis de mon expérience, très clairement. Donc, on ne t'écoute pas, très clairement. On va passer à un autre thème, parce qu'on pourrait liser le livre. Oui. Hein, j'ai envie de dire, lisez-le. Vous perdrez pas votre temps. On va aborder un autre sujet, c'est le fait que les droits des parents, le droit des géniteurs, j'ai envie de dire, même parce que j'ai du mal à utiliser ce mot de parents, de père ou de mère dans certains cas. Le droit des géniteurs piétine bien souvent ce qu'on appelle pourtant l'intérêt supérieur de l'enfant. Tu as des choses à dire là-dessus? Oui, parce qu'aujourd'hui, je pense que le fait qu'ils soient nos géniteurs leur donne droit à tout quand on est enfant placé. On écoute le parent, on va dire, le géniteur. S'il a envie de voir ses enfants, on va programmer un calendrier de venir au domicile ou de venir dans une réunion parce qu'il habite là-bas, parce qu'il n'a pas de voiture, parce que, enfin voilà, tout est pris en considération de leur côté. Il peut pas venir, il prévient quelque temps avant, juste un petit coup de fil, papa il peut pas venir, voilà, c'est tout. Des enfants placés qui attendent les visites de leurs parents biologiques, qui ne viennent pas, qui ne préviennent pas, qui n'assurent pas du tout en fait, et qui vont laisser leurs enfants croire et pleurer après une visite qui finalement n'aura pas été assurée. C'est fréquent, oui. C'est très fréquent. Et clairement, je suis du même point de vue que toi, non seulement ça abîme, mais ça ne devrait pas être permis. C'est-à-dire qu'au bout de moment, les services sociaux, à mon sens, devraient réagir plus vite. Vous n'avez pas assuré, vous n'avez pas à vous occuper de vos enfants quelque part toute la journée, comme des parents normaux. Vous avez une visite par semaine, vous venez pas. Une fois, ok, vous avez une bonne excuse. Évidemment, vérifier l'excuse, c'est toujours compliqué. Mais enfin, la suivante, faut arrêter. Ou alors, faut avoir prévenu suffisamment à l'avance. Parce que prévenir 1 heure avant, j'ai raté mon bus, c'est bien gentil une fois, mais pas 2, 3, 4, sachant qu'on est déjà dans un cadre où on a retiré l'enfant. Ouais. Donc, au bout d'un moment, il faudrait arrêter de leur trouver des excuses. Je suis de ce point de vue-là. Ouais. Et puis, c'est compliqué parce que nous, en tant qu'enfants, en tout cas, moi, dans ma position, je pas demandé à le voir, en fait, hein. Donc, on m'impose déjà la visite. À la place, je pourrais jouer, jouer avec mes jouets, aller dans la forêt. On m'impose, donc je suis préparée à la visite. C'est déjà quelque chose de compliqué, surtout que j'appelle papa-maman, donc forcément, techniquement, elle a rien à faire là. Ouais. Je suis prête, on va dire. Puis là, en fait, 1 heure avant, ou même je t'attends, t'es toujours pas là, et il se passe rien. Et puis je sais que le mois prochain, c'est pareil, en fait. Ça t'est arrivé plusieurs fois, ça? Ouais. Ouais. Ah ouais. D'accord. Ou c'est forcément, en fait, il va y avoir un impact sur le comportement de l'enfant. Oui, parce que évidemment. Au moment où ça arrive, on n'a pas la personne, le géniteur ou la génitrice qui est en face de nous. Quand vous êtes averti, c'est un coup de fil par l'éducateur. Forcément, il n'y a pas une visite. Il reste qui, du coup, pour qu'on s'énerve, nous, en tant qu'enfants? Eh ouais. La famille d'accueil. Donc c'est la famille d'accueil qui va prendre. C'est eux qui prennent. Alors qu'ils y sont pour rien. Non, mais parce qu'on est enfant et on a besoin que ça sorte. Et là ressort ce qu'on disait tout à l'heure, quelque part, ils sont payés pour ça. Qu'on n'est pas comme les autres, ils sont payés pour ça, que c'est pas juste et que on sait pas mettre les mots dessus parce que ça dépend l'âge. Et parce qu'on est enfant aussi. Hein. Voilà. Il faut que ça sorte, donc on va faire vivre les choses à ceux qui s'occupent de nous. Parce qu'on n'a pas le choix. Et on te demande pas ton avis, donc comme tu le disais, on ne te demande pas ton avis, savoir si tu veux bien voir ton père biologique ou pas. Non. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu quand même chez certains éducateurs, mais peut-être plus quand les enfants sont plus âgés. Moi, j'ai pu le voir parce que on tape, on casse du sucre sur le dos de l'ASE, mais moi, j'ai rencontré quand même, il faut le dire, des éducateurs très bien. Avec des éducateurs qui sont parfaitement capables d'entendre que, au bout d'un moment, il vient pas, il assure pas, donc stop quoi. J'ai plus envie de les voir et qui n'organisent plus les visites. Après, je pense que c'est dur, le métier d'éducateur. Ce n'est pas un métier que je ferais. Moi non plus. Je sais que c'est pas un métier facile, même si je parle de ce que j'ai pu vivre, qui m'ont
plus fait mal qu'autre chose, mais bon, indirectement, ils m'ont quand même placée dans une bonne famille, donc Ouais. voilà. Ils font quand même des choses bien. Ouais, ils font des choses bien. Mais sur l'enfant, c'est pas perçu pareil. Et puis, l'enfant placé n'a pas toujours envie de comprendre, hein, parce qu'au bout d'un Aussi. moment, sa vie est assez dure comme ça, quoi. Aussi. Surtout quand il a la sensation, on l'a dit tout à l'heure, qu'il n'est pas assez écouté. Alors, pourquoi se fatiguerait-il à comprendre et à écouter ce qu'on lui dit, alors qu'il a déjà la sensation de ne pas être écouté? Et il a cette sensation à juste titre. Alors, comme c'est un petit peu le sujet, mon objectif, le sujet de mon action sur les réseaux et en écrivant mon témoignage, changer les choses, faire en sorte que ça marche mieux. Qu'est-ce que toi tu penses qu'il faudrait changer? Beaucoup de choses. Non, je rigole. Enfin, si, un peu quand même. Je pense que la première chose, c'est enlever les étiquettes. C'est-à-dire que c'est pas parce que forcément on est un enfant placé que forcément on a besoin d'un psy ou d'un psychiatre ou on va ou on a un problème psy. Ça, c'est pour moi une des plus grosses choses. La deuxième chose, je dirais, et c'est pas méchant, mais à pas jeter l'argent par les fenêtres. Moi, dans mon cas, j'ai un cas concret parce que forcément, arrivé en 3e, mon comportement il était tellement catastrophique que l'aide sociale à l'enfance, avait décidé que j'allais redoubler ma 3e. Sauf que j'ai eu mon brevet, donc je pouvais pas redoubler. Et puis on s'est retrouvés dans les vacances scolaires. Il a bien fallu me mettre à quelque part et j'ai atterri en internat à 20 minutes de chez moi. Là, pour moi, c'est de l'argent gâché. Enfin, pourquoi tu vas payer un internat dans une école privée? Mais c'est-à-dire que tu ne voulais pas y aller? Absolument pas. J'ai même pas pu visiter l'école. Hein. J'ai fait la rentrée scolaire avec les dortoirs, avec ma famille d'accueil, donc mes parents adoptifs, et on l'a su pendant les vacances. Parce qu'en fait, ils se sont retrouvés tellement courts. Ils t'ont imposé l'internat, et ils l'ont imposé à tes parents. Oui. Qui n'étaient pas d'accord avec ça. Exactement. Alors que ça coûtait une fortune. Avec le motif c'est une punition pour mon comportement. Et ça enlèvera un petit peu du cocon familial où il y a peut-être un peu trop d'amour. C'est ce qu'on t'a dit, texto. Alors, le côté trop d'amour, ça a été dit à ma mère. Ouais. Moi, de pourquoi j'atterris en internat à 20 minutes de chez moi, c'est le comportement. Ça va te durcir un peu plus. Ouais. Donc là, parce qu'envoyer envoyer un enfant à l'internat, ça peut être très bien, mais s'il accompagne le mouvement, sinon ça va être catastrophique. Oui, ou à la rigueur, s'il habite à 1 heure. Oui, en plus, faut qu'il y ait l'excuse. Et là, je dis quoi aux gens de ma classe, t'habites où? On est à Bourg-en-Bresse, dans le 01, tout le monde vient de Grenoble dans le 38, de Lyon, 69, Paris. Oh, bah, moi, j'habite à même pas 20 minutes. C'est pas... Ouais. Donc ça, pour moi, c'est un exemple, par exemple, ces années d'internat, ça nous a coûté une fortune. Ça sert à rien. T'as un autre exemple, ce qu'il faudrait changer? D'écouter plus les enfants, bien évidemment. Ça, je pense que les gens, j'espère qu'ils ont bien compris. Demander un petit peu plus leur avis. Je dis pas surtout, bien évidemment, même quand on a des propres enfants, on va pas leur demander leur avis sur tout. S'il faut faire une douche qui s'est pas lavée depuis 3 jours, voilà. Mais il y a un minima, peut-être veiller... Pour vraiment veiller au bien-être de l'enfant, je pense qu'il faut être à minima à l'écoute. Et pour moi, les personnes qui sont le plus à l'écoute et à côté, c'est les familles d'accueil. Donc, pour moi, il faudrait peut-être changer aussi la position et introduire l'avis de la famille d'accueil aussi. Ouais. Parce qu'un éducateur, alors forcément comme dans tous les métiers, il y en a des bons, des moins bons, et voilà. Il y a des éducateurs qui sont même pas eux parents. Alors c'est pas une critique, mais être parent, c'est déjà un rôle. Forcément, quand on n'est pas parent, on va pas se permettre d'aller juger ou de dire comment on va éduquer, comment tel ou l'ami va éduquer ses parents, on est d'accord. Donc, je pense déjà, pour un éducateur, de pas avoir d'enfant, même s'il a des compétences théoriques qu'il a eues à l'école et un peu de pratique, c'est compliqué d'aller faire des choix pour un enfant qui, en plus, c'est pas l'éducateur qu'il a au quotidien, en fait. Donc ça, je pense que introduire la vie des familles d'accueil, et puis... En tenir plus compte, en tout cas. Ouais. Et puis le plus gros point, je sais pas comment c'est possible d'être amélioré, mais il y a tellement
une barrière, même un mur sur l'amour. Et en fait, un enfant, pour bien s'épanouir, il a besoin d'amour. Et quand on devient un travail, on va dire, je sais comment ça fonctionne, parce que j'ai eu d'autres enfants passer, et je l'ai vécu moi-même. Il faut que la famille d'accueil s'occupe bien de l'enfant, mais pas donner trop d'amour, faut trouver ses limites. À un moment donné, les sentiments, c'est les sentiments, et je pense qu'il y a un gros changement à faire là-dessus aussi. Alors, moi, mon point de vue... Je prends vue... l'exemple juste. Ouais. Moi, ma mère adoptive, elle a eu un blâme. Parce que trop d'amour, pour moi, pour mon cas. Malheureusement, il y a, à mon sens aussi, parfois, de la part de certaines personnes, parce que souvent le problème vient des personnes. T'as eu une éducatrice qui n'a a priori pas bien fait le travail. Peut-être que d'autres se sont suicidés. T'en as peut-être eu plusieurs. Peut-être qu'avec d'autres ça s'est mieux passé. Mais effectivement, il faut bien comprendre qu'il y a des choses quand on est famille d'accueil. Je parle en connaissance de cause, qu'on arrivera à faire, qu'on arrivera à donner aux enfants que si on les aime. Et si au bout d'un moment on se met trop la barrière, c'est un travail, on ne pourra plus leur donner ce qu'on pourrait leur donner, quoi. Ce qu'il leur faudrait, en fait. Parce qu'effectivement, l'amour, c'est pour les enfants, c'est un peu comme l'eau pour les plantes. S'il y en a pas, on peut mettre tout le reste, ça marchera pas, quoi. Est-ce que tu voudrais raconter comment s'est passé la sortie de ton livre? Parce qu'à la sortie de ton livre, il s'est encore passé quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Je te laisse raconter. Il faut savoir que ce livre, je l'ai débuté quand j'avais à peu près 15 ans. Et j'ai toujours dit à mon cher et tendre que c'est quelque chose que je voulais en fait finir. Et donc j'ai rencontré ce qu'on appelle une prête-plume qui m'a beaucoup accompagnée sur comment reprendre le squelette. T'as trouvé un éditeur? Voilà, les éditions Spinel, que je remercie parce que c'est passé tellement vite en fait que voilà. Ils ont fait le graphisme, ils m'ont demandé mon avis, les couleurs et voilà. Alors c'est une question que j'avais envie de te poser. Pourquoi est-ce que ce livre s'appelle La violence institutionnelle pour maman? Alors, la violence institutionnelle pour maman, j'ai longtemps hésité avec ce titre, il y en a eu d'autres, mais j'ai trouvé qu'il c'était le plus parlant parce que pour moi, ça a été violent. Alors, la violence institutionnelle, voilà. Je pense qu'on a bien compris. Voilà. Mais pourquoi pour maman? Pour maman, parce que au moment en fait où j'arrive en famille d'accueil, si je suis placée à l'aide sociale à l'enfance, c'est que l'État prend le rôle de ma mère. C'est-à-dire que c'est l'État qui décide en fait comme une mère. Et c'est pour ça qu'il l'a appelé comme ça, parce que pour moi, ils avaient le rôle de ma mère. Et même si je dois le reconnaître, il y a quand même, je leur dois quand même. Pas mal de choses parce que sinon je serais peut-être pas comme ça aujourd'hui, enfin forcément, et à ma famille encore plus. Toute cette violence, alors qu'ils avaient en fait le rôle de maman pour moi, je me dis qu'aujourd'hui une vraie maman avec ses enfants, on leur aurait peut-être enlevé ses enfants. Voilà. Ouais. D'où le mot... Si cette institution avait été une maman, elle aurait perdu ses enfants. Je pense qu'elle aurait perdu ma garde. À tomber comme ça dans les pommes, dénourrie, etc. En disant que voilà, c'est anorexique et qu'elle n'était pas soignée, en fait, très clairement. Une vraie maman aurait perdu les droits de sa fille, je pense. Si elle s'était comportée comme l'institution s'est comportée avec toi. Voilà. Ouais. Très clairement. Voilà pourquoi le choix du titre. Et alors surtout, il y avait une autre chose, moi, qui m'a choqué, c'est que quand ton livre sort, tu es convoqué. Oui. Ce qui, dans l'esprit, est juste dingue, en fait, Alors, t'es convoqué par qui? Alors, je suis convoquée par la directrice de l'aide sociale à l'enfance, en fait, la patronne de ma mère. De ton département. Voilà. Oui, la patronne de ta mère, ouais. Voilà. Et donc, je suis convoquée, alors, lettre très formelle, Avant de mettre les pieds dans le bureau, je me suis dit, mon cher et tendre peut témoigner, à quelle sauce je vais être mangée. Parce que c'est une lettre très formelle. Nous avons pris connaissance de votre livre, nous vous attendons dans nos bureaux, telle date, telle date. Telle date, telle heure, quoi. Ouais. J'y appelle, parce que forcément, il me convoque en juin, donc le livre est sorti fin janvier. Moi, je suis enceinte de mon deuxième. Et il est né le 10 juin.
Donc je me suis dit, bah non, en fait, je vais pas taper la route parce que c'est pas à côté de chez nous non plus. Et puis mon conjoint me dit, en fait, tu vas pas te mettre le stress et tout. De toute façon, il est sorti, ils peuvent plus rien te faire. Enfin voilà, il me met. Et je sais pas pourquoi, en fait, j'ai vraiment l'impression que je vais me faire défoncer en fait. Donc on décale le rendez-vous en septembre, donc mon fils naît en juin, donc je prends le train pour y aller et j'arrive dans le bureau et complètement fausse idée vraiment. J'ai trouvé une directrice qui a lu le livre, qui a aimé le livre, qui a donné des excuses. Choses quand même qui sont Elle s'est excusée rares. de la part de Ouais. l'institution pour ce que tu avais... Choses qui sont quand même assez rares. En tout cas, dans mon parcours, moi, j'ai eu très peu d'excuses. Alors qu'elle était même pas là. Enfin, c'est pas elle qui avait pris des décisions, etc. Elle m'a expliqué certains changements qui étaient en place, notamment le fait d'être marraine d'un enfant, pour qu'il y ait ce lien en fait plus lié à l'argent, voilà, sur le côté bénévolat, enfin, plein de choses qui sont mises en place. Et elle m'a aussi expliqué donc la venue de ma mère adoptive. C'est-à-dire Il faut savoir que quand le livre est sorti, ma mère adoptive, ça l'a tellement mis dans un état, voilà, qu'elle a appelé en fait sa directrice pour lui dire, ma fille a fait un livre. Bon, elle pensait que c'était contre elle, etc. Donc elle l'avait pas lu. Et la directrice. Est-ce qu'elle pensait que c'était contre elle ou est-ce qu'elle pensait que ça pouvait lui porter préjudice? Les deux, je pense. Parce qu'elle dit très clairement qu'à un moment qu'elle est allée contre le service, donc potentiellement. Moi, je suis à sa place, c'est ça que je me dis. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Bah très clairement, moi c'est ça que je me dis. Et c'est elle en fait qui les avertit. Et donc cette directrice, ma mère est tellement en larmes parce que ça c'est la directrice qui me l'a dit. J'ai reçu votre maman le lendemain quand je l'ai eu au téléphone. Je n'ai pas compris. Et elle m'a dit et le lendemain où il est sorti, j'ai eu un premier achat numérique. Et c'est cette directrice qui s'est tapé le livre à lire le soir avant de recevoir mes parents. Et elle m'a dit, très clairement, que c'est elle qui a dû expliquer le livre à ma mère en lui disant ce n'est pas contre vous, c'est contre nous. Mais sauf que, bon, moi, côté ma mère, le mal était un petit peu fait. Et très clairement, elle lui a dit qu'elle allait en fait me convoquer, enfin me faire venir, parce qu'elle la trouve courageux et qu'elle ne s'était pas rendue compte, parce qu'elle était déjà dans la direction à l'époque, mais elle gérait pas le pôle là, à quel point en fait des retards de décision auraient pu avoir un tel impact. Et elle est pas. C'est intéressant ce que tu me dis, c'est ce que je pense aussi. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. C'est la fin de cette interview. Ce qu'il faudrait que tu dises, c'est où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Eh bien, mon livre, il est en accès large sur Internet. Vous pouvez le commander sur la Fnac, Amazon, Cultura, les éditions Spinel. En tapant même sur Google, il y a quelques petites librairies où vous pouvez aller les chercher en physique. Il est largement distribué en e-book aussi? Oui, sur Amazon, Cultura aussi, et la Fnac aussi, ouais. D'accord, ok. Bon. Lisez-le, c'est très important. Merci. Je mettrai également tes coordonnées sur l'article associé à la vidéo quand elle sortira, pour que les gens puissent éventuellement te contacter, si tu veux échanger avec eux, s'ils ont des conseils à te demander, si tu peux les aider. Ou même des retours, tout simplement. Oui. Alors, j'invite aussi chaleureusement les abonnés qui liront le livre, ou les non-abonnés qui liront le livre, à laisser un commentaire sur Amazon ou sur d'autres librairies en ligne. Ça aide beaucoup pour le référencement et que le livre soit plus mis en avant. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Merci à toi, surtout. D'avoir accepté mon invitation. Merci de l'invitation et merci de tout ce travail. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci, à toi aussi. La maladie, 6 ans d'adoption, puis 10 années de famille d'accueil, et au bout, le miracle. Comment? C'est ce que je vous raconte dans ce livre. Au-delà de cette histoire touchante, je dis ce que j'ai appris de la protection de l'enfance. Est-elle aussi efficace qu'elle le pourrait? Je ne le pense pas. Mais quand le sujet est abordé par les médias, il y a souvent incompréhension.
Si vous voulez avoir le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur et qui veut que ça s'améliore, je vous conseille « Comment j'ai rencontré ma fille ».